On a le plaisir de parler de télémédecine avec le professeur Nathalie Salle, qui est professeure de gériatrie à Bordeaux et qui est aussi la future présidente, donc, présidente électe de la Société française de télémédecine. Donc c'est la meilleure personne pour nous parler de où en est-on de la télémédecine en EHPAD. Nathalie. Merci beaucoup Olivier pour cette super présentation. Alors, comme j'ai bu de l'alcool et que je suis l'élève de Marc, donc très jeune, je mets un peu plus de temps que les autres à installer mon diaporama. Et je vais donc vous parler de télémédecine. Et j'ai prévu, en fait, c'est moi qui avais donné le titre, j'avais un peu oublié. Donc je me suis posé la question de où en est-on, parce que vous en entendez parler, je pense, depuis un moment de la télémédecine, mais on ne voit pas grand-chose arriver, notamment au niveau tarification. Donc j'ai prévu de vous faire le topo en deux parties. Une première partie plutôt administrative avec les différents textes en cours et où on en est, voilà, au niveau tarification. Et puis une deuxième partie sur un focus de ce qu'on fait en Aquitaine et de comment ça s'organise en pratique et ce qu'on peut faire en EHPAD en utilisant cet outil. Donc au niveau réglementaire, on entend parler du mot télémédecine depuis un moment. Pour les médecins généralistes, on l'entend depuis même plus de 20 ans, puisque le téléconseil existe depuis plus de 20 ans avec le Centre 15. Mais disons que ça apparaît dans les lois, notamment la loi HPST, en 2009, et on parle de télémédecine comme une pratique médicale à distance entre médecins. En 2010, vous savez qu'il y a un décret qui a été émis avec toute la procédure et la réglementation de la télémédecine en pratique. Donc avec un encadrement par ce décret de l'acte de télémédecine qui va définir 5 actes. La téléconsultation, qui est exactement la même chose qu'une consultation en face à face. Vous avez votre patient dans votre cabinet, vous le voyez. Là, il n'est pas dans le cabinet, il est virtuellement présent, mais pas avec vous, vous ne pouvez pas le toucher. C'est une consultation avec un patient à distance. Une téléexpertise, vous allez être entre médecins, donc un médecin et un autre qui, de par ses compétences, va vous apporter des informations. Mais là, pour le coup, on va discuter du dossier sans le patient. C'est le cas, par exemple, d'une photo que vous pouvez adresser d'un mélanome ou d'une autre plaie dermato. C'est souvent l'exemple qu'on cite qui est le plus fréquent. Un dermato qui, sans le patient, va regarder la photo et votre dossier et discuter avec vous pour la conduite à tenir. La télésurveillance, c'est un autre acte qu'on utilise pas mal en cardio, pour tout ce qui est pacemaker télétransmis, qui va permettre aux cardiologues de suivre les rythmes et le fonctionnement des pacemakers de leurs patients qui ont ce type de pacemaker à distance et détecter plus tôt des alarmes et faire revenir plus vite le patient. La téléassistance médicale, ça va être d'aider de manière virtuelle un médecin, donc un autre médecin va l'aider pour notamment l'exemple de l'urgence, mais on l'utilise aussi en chirurgie. Et le téléconseil qui existe depuis très 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 longtemps et qui finalement apparaît là dans les actes sans que la définition soit très très claire, hein, si on relit le décret. Et aujourd'hui, ça fait débat. Et on va probablement essayer de se réunir avec le Conseil national de l'ordre des médecins, la CNAM et des médecins urgentistes et la Société française de télémédecine pour mieux définir ce que c'est que le téléconseil, parce que ça fait très très peur à la CNAM, qui, imaginez-vous, hein, va avoir des difficultés à payer tous les conseils que vous allez demander à des confrères ou autres avec des actes. On en est aujourd'hui à la tarification. Fin 2011, vous avez dû voir apparaître dans les médias que la DGOS a commencé à faire un recensement, donc qui n'est pas très dynamique, hein, qui a été statique sur une année, de toutes les activités de télémédecine en France, et on en a recensé 256. Donc c'est quand même pas mal déjà en 2011. Il y en a un peu plus actuellement parce qu'il y a maintenant des régions qui sont pilotes, mais la plupart des projets étaient hospitaliers. Donc on avait des petites dynamiques de mise en place de télémédecine entre médecins ou avec des cardiologues ou avec des neurologues ou avec les urgentistes, mais surtout à point de départ hospitalier, avec des financements X et Y, hein, MIGAC, FIR, enfin, en fait finalement tous ces financements sont dans le cadre du fonds d'intervention régionale, le FIR, et on a essayé de faire des petites choses pour avoir des petits forfaits, des petites vacations financées par l'ARS, avec des financements qui ne sont jamais pérennes. Et c'est un peu le problème de la télémédecine aujourd'hui. En 2014,
on a commencé à parler d'expérimentation dans le cadre de l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour définir des régions pilotes, pour mener des expérimentations dans le cadre de la télémédecine sur 3 ans et suivre ces expérimentations et évaluer au bout de 3 ans l'intérêt, le bénéfice et l'intérêt bien sûr en termes de qualité des soins, qualité de vie, mais aussi médico-économique. Là, c'est plus compliqué. Donc ces régions-là ont été, ces 9 régions ont été élues comme étant pilotes et vont avoir un financement, enfin ont eu un financement pour les accompagner dans les actions de télémédecine dans toutes les spécialités. Vous savez que les 5 priorités nationales, c'est toutes les maladies chroniques, donc de l'insuffisance cardiaque en passant par le diabète et l'insuffisance rénale, c'est ce qu'on voit le plus sortir dans la littérature. La télémédecine chez les détenus, la télémédecine en HAD ou en EHPAD, et la neuro-télémédecine, disons le télé-AVC, qui va également être une priorité nationale. En 2015, en avril, vous avez dû lire un arrêté qui est paru sur une thématique très précise, celle des plaies chroniques et ou complexes, dans le cadre là, de l'article 36, avec l'utilisation de la télémédecine en termes de téléconsultation ou téléexpertise. On envoie des photos de manière asynchrone, comme on dit, c'est-à-dire qu'après le spécialiste voit les photos et va traiter les photos sans le patient, ou alors des vraies consultations avec le patient et sa plaie. Sur cet arrêté figuraient déjà des tarifs préfigurateurs, disons, vraiment hypothétiques, mais qui n'ont pas vraiment changé. Vous allez voir, de 28 € pour le médecin requis, spécialiste, médecin généraliste, médecin et spécialiste, ou infirmière requise, donc dans le cadre de l'article 51. C'est-à-dire que c'est une infirmière pour laquelle vous avez signé une délégation de tâches. C'est-à-dire que vous avez engagé l'infirmière à réaliser des tâches à votre place et vous avez fait ce protocole de coopération qui va permettre à l'infirmière de répondre seule à certaines consultations qui sont le plus souvent des consultations de suivi. Sur cette thématique de plaie, on a aussi pas mal de protocoles de coopération sur le diabète dans le suivi thérapeutique. Et dans le cadre de la téléexpertise, 14 € par acte. Donc là, on a senti un vent un peu pessimiste en France, puisque 28 € ou 14 €, bon, c'était pas très dissuasif. Et on s'est dit, le cardiologue en ville, pour ne pas le citer, va pas s'engager dans la télémédecine, mais va vouloir plutôt continuer à avoir ses patients dans son cabinet, parce que 28 €, c'est pas très intéressant. Dans ce cahier des charges, dans cet arrêté, vous avez aussi toute la procédure de la télémédecine qui est redéfinie, notamment en EHPAD. Ils se sont pas mal concentrés sur l'EHPAD, avec l'idée d'une infirmière qui va, elle, solliciter le médecin généraliste pour avoir accès à la télémédecine parce que la plaie pose problème. Elles sont mauvaises, elles coulent, on change le pansement tous les jours, le patient s'arrache le pansement, il a mal, malgré un traitement bien conduit. Si le médecin est d'accord, et bien sûr le patient est d'accord ou son représentant, personne de confiance ou représentant légal, on va planifier une consultation par une plateforme qui doit être sécurisée, c'est-à-dire qu'on doit avoir un transfert sécurisé des données et envoyer un compte-rendu. Voilà, ça c'est un peu l'encadrement de la télémédecine. Quand on en fait, à peu près toutes les équipes ont le même fonctionnement sur ces 5 points. Récemment, en juin 2016, un deuxième volet d'expérimentation a été publié et permet d'élargir la prise en charge par télémédecine à tous les patients qui sont en ALD, donc toutes les ALD que vous connaissez, ou à tous les patients qui sont en EHPAD. Donc on a une évolution réglementaire et on a décidé de ne pas se concentrer sur une pathologie ou une thématique, mais plutôt sur les patients qui ont des maladies chroniques, qui vivent à la maison en ALD ou qui soient en EHPAD. Donc là, je reprends dans la diapo la même chose. Et ce qu'on ne souhaitait pas trop, parce qu'on en avait un peu parlé à l'époque où Olivier était président de la SFGG, on ne voulait pas trop que la télémédecine soit utilisée dans l'acte d'urgence, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas qu'il y ait une perte de chance pour les résidents qui vivent en EHPAD. Et s'ils ont un problème urgent, il fallait qu'ils aient accès à l'hôpital. Ils ont élargi aussi en 2016 le décret en donnant la possibilité aux soignants d'utiliser la télémédecine dans des contextes très précis
qui sont de l'ordre du trouble du rythme ou de la douleur thoracique, avec la télétransmission possible d'un électrocardiogramme quand on appelle le 15, ou la télétransmission possible des glycémies si on a un problème d'hypo ou d'hyper. Bon, c'est très très précis, donc je ne pense pas que ça engage la vie du patient, et peut-être que même ça peut permettre d'aller plus vite le chercher et l'amener à l'hôpital. Donc en synthèse, juste sur ce point-là, le public ciblé change, on change maintenant de logique, on n'est plus sur la pathologie mais plutôt sur le statut du patient, et on va être dans une logique préventive et on va essayer, comme le dit les recos de la NESM qui sont sortis sur l'EHPAD, d'éviter toutes ces hospitalisations évitables qui sont fréquentes puisque 40% des résidents vont tous les ans à l'hôpital aux urgences. Et dans la plupart des cas, dans les données de la littérature, presque dans 60% des cas, ces admissions pourraient être évitées. Donc on va être dans une logique préventive, amélioration des qualités des soins, mais aussi amélioration de la qualité de vie pour le résident. Quand vous allez voir dans les expérimentations, on va vraiment être face à des résidents très dépendants et souvent souffrant de troubles du comportement qui ne permettent pas des consultations répétées, notamment en ville. Et il y a peu de résidents qui sont suivis en ville par des diabétos ou des cardios ou autres spécialistes. En tout cas, dans notre région, j'avais pris contact avec l'Union régionale des médecins libéraux d'Aquitaine et voilà, le résultat a été aucun diabétologue ne suit en Gironde, et même dans la région de l'Aquitaine, des résidents d'EHPAD en ville. Voilà. Et c'est pareil pour le dentiste, et c'est pareil pour beaucoup de spécialistes. Donc là, dans cet élargissement de l'indication de la télémédecine, en 2016, on a de nouveau préfiguré des tarifs qui restent à peu près les mêmes. 26 € pour les généralistes, 28 € pour les spécialistes, avec le débat gériatre, médecin généraliste qui est en cours de traitement. Et pour les psychiatres, 43,7 €, ce qui est le cas de la tarification des actes dans la nomenclature actuelle. Les téléexpertises là vont pas être rémunérées comme cela avait été dit par le premier amendement à 14 €, mais plutôt sur un forfait à l'année de N+1. Et si on a plus de 100 patients pris en charge dans l'année, on aura un montant de 40 € par an et par patient. Et ça, les professionnels de santé du terrain sont très heureux de cette nouvelle décision qui permet en fait de pouvoir, parce que quand on fait des téléexpertises, on en voit 4-5 000 par an, donc on a beaucoup de suivi photo ou de suivi autre, électrocardiogramme ou autre, sans le patient, et ce qui permet en fait de valoriser vraiment cette activité qui prend du temps. Pour les évaluations, il y a des évaluations obligatoires dans ces 9 régions, en lien avec la Haute Autorité de Santé, la DGOS et l'assurance maladie, et on aura aussi une évaluation par le SNIR-AM, sur une méthodologie un peu expérimentale de N-1, ce qu'il y avait l'année précédente, et ce qui se passe avec la télémédecine dans ces régions, et on va se comparer aussi à d'autres régions qui n'ont pas de télémédecine. Donc là, je vais passer, parce qu'on l'a déjà dit, et passer à ce qu'on fait sur la Gironde. Donc on a décidé dès 2012 de commencer à s'intéresser à la télémédecine en EHPAD, parce qu'il y avait en fait de l'argent. Donc l'ARS est venue nous voir en nous disant, voilà, on a un programme régional de télémédecine, on est une région avec une enveloppe qui est assez intéressante, et on souhaiterait utiliser cet acte dans les priorités nationales, notamment en EHPAD. Donc ils sont venus vers nous et on a tout de suite accepté de travailler avec eux, et on a commencé à travailler sur 6 EHPAD, en utilisant les 2 actes, téléconsultation et téléexpertise. En fait, la téléconsultation, c'est ce qu'on fait le plus souvent, c'est-à-dire qu'on a le plus souvent le patient avec nous, des soignants, comme sur cette photo, autour du patient, qui nous aident. Très souvent, le médecin coordonnateur qui est là et qui nous sert pour l'examen clinique et pour aussi revoir le dossier médical, thérapeutique, les traitements en cours, etc. Parce qu'au-delà de la problématique d'appel, on va voir aussi les médicaments en cours, les autres pathologies, et éviter toute décompensation aiguë d'une pathologie chronique. Et la téléexpertise, en fait, sans le patient, ce n'est pas sur des photos, des choses comme ça nous prend autant de temps que la téléconsultation. On va plutôt être sur des réunions avec l'équipe des EHPAD sur des dossiers compliqués, troubles du comportement ou décisions éthiques, sur des dossiers où on a besoin de se poser, et on va se poser en équipe, ensemble. Donc en gros, la demande de consultation se fait par l'équipe,
qui va demander l'accord du résident et l'accord oral du médecin généraliste, qui peut se faire par téléphone. Si l'EHPAD a le Wi-Fi dans l'entièreté du bâtiment, on aura le droit d'avoir un chariot et d'aller dans toutes les chambres pour voir les patients, sans bouger le patient de sa chambre, ce qui est intéressant pour lui, parce qu'en fait, on a l'expertise qui arrive dans sa chambre avec ses soignants habituels, sans qu'il bouge de son lit. Donc pour lui, il est tout de suite conquis. Et pour les EHPAD qui n'ont pas le Wi-Fi, parce que ça coûte cher d'équiper le Wi-Fi dans tous les EHPAD, on va plutôt avoir une pièce dédiée, voilà, qui est une pièce. Le plus souvent dans les EHPAD que l'on visite, c'est la salle de kiné qui est partagée, avec la possibilité pour les EHPAD en fait, qui font de la télémédecine, pour la fréquence, ça revient à 2 à 4 consultations par mois, donc c'est pas non plus énorme. Mais pendant ce temps-là, en fait, on utilise une salle assez grande pour faire venir soit le patient à pied, son fauteuil roulant ou dans son lit. Le centre expert est à distance, là c'est nous, là, les 4. On n'est pas 4, en fait, on est 2. Et on a une plateforme régionale qu'a acheté l'ARS d'Aquitaine et qui va être utilisée aussi pour le Limousin et aussi pour la région de Poitiers, et qui permet en fait de sécuriser les données et d'envoyer le compte-rendu via cette messagerie directement à l'EHPAD de médecin généraliste. Et on a la possibilité, pendant la consultation, de solliciter des experts, je sais pas moi, cancéro, hémato, cardio, qui peuvent se loguer sur l'écran et venir nous amener d'autres conseils face à une thérapeutique ou un diagnostic compliqué. Donc, cette première étude-là a permis, donc c'était sur 6 EHPAD, on l'a dit, a permis aussi de montrer que même si sur cette étude on n'avait mis qu'un objectif, c'était la plaie chronique, on s'est rendu compte que par l'entrée dans l'EHPAD sur une problématique de plaie chronique, eh ben, on permettait en fait quand même une évaluation gérontologique et gériatrique globale pendant la consultation, et ça a permis d'éviter et d'améliorer la qualité des soins du patient au niveau de la douleur, de la nutrition, avec une dimension éthique aussi de soins, de recherche de l'objectif de la prise en charge des plaies. On a pu aussi prendre en soin les troubles psychocomportementaux chez des patients qui s'arrachaient ou qui s'arrachaient les pansements ou qui étaient agités assez souvent pendant les soins. Donc on a pu améliorer aussi ces problèmes-là. Et l'analyse des comorbidités et des médicaments a permis de réduire des prescriptions inappropriées. Alors, on n'a pas fait de conciliation médicamenteuse, il y a juste un gériatre et une infirmière qui sont experts en face de l'EHPAD, mais avec le médecin et avec l'accord du médecin généraliste qui est mis au courant très vite, ou s'il le peut, qui est présent pendant la consultation, on a pu revoir la liste des médicaments et revoir l'intérêt de chaque traitement avec le médecin. Aujourd'hui, on a, depuis 2014, ouvert la télémédecine à beaucoup plus que 6 EHPAD, puisqu'on est aujourd'hui à 40 EHPAD, 39. La 40e vient d'être équipée, avec une cible à 50 EHPAD, donc c'est un gros projet. À fin 2016, on aura 50 EHPAD. Aujourd'hui, on a fait plus de 450 téléconsultations. Là, j'en ai juste mis 421 à juillet, mais on a dépassé ce nombre. Donc, on commence à comprendre et à voir un petit peu et à s'évaluer. Et on est en train d'essayer de publier nos résultats. On a ouvert aussi la téléconsultation à tout un tas d'autres thématiques qui ont été en fait définies par une enquête réalisée en Aquitaine auprès des médecins coordonnateurs et des médecins généralistes qui nous ont défini les thématiques pour lesquelles ils sont vraiment très, très, très ennuyés. Donc les troubles du comportement, les plaies toujours, la psychiatrie. C'est vrai que là, pour la psychiatrie, c'est sympa parce qu'au lieu d'attendre 6 mois une consultation avec un psychiatre, on est directement dans les 2 centres hospitaliers de psychiatrie là, de Bordeaux en 3 jours. On a un psychiatre en 3 jours en ligne qui peut voir le patient, faire sa consultation à distance. Vous savez que c'est la première spécialité qui a utilisé la télémédecine, c'est la psychiatrie en pédiatrie. Et qui va, enfin on répondra aux questions si vous en avez sur ça, mais qui va pouvoir en fait désamorcer tout un tas de bombes et éviter l'arrivée du patient aux urgences. Des thématiques nouvelles aussi sont apparues, comme le traitement de l'hypertonie déformante acquise, tout ce qui est déformation tendineuse, hypertonie tendineuse, sur post-AVC ou dans des contextes de dépendance grave, et qui permettent, au lieu de faire revenir le patient plusieurs fois avant de faire le geste d'injection de toxines botuliques ou alcoolisation tendineuse ou ténotomie, de ne le faire venir qu'une fois. C'est-à-dire qu'on évite toutes les consultations avant ou après l'acte et on ne fait venir le patient qu'une fois. Donc là, on a l'équipe de neurosciences qui est avec nous
pour ce genre de consultation. En fait, on a beaucoup de spécialistes qui travaillent avec nous. Et les situations palliatives et décisions éthiques ne sont pas si fréquentes, malgré tout, alors que c'était une forte demande des médecins. Et puis, on a aussi quelques demandes de dermato, neuro, diabète. Donc, toute la Gironde est équipée, avec plusieurs centres requis, donc le CHU de Bordeaux pour la neuro et la gériatrie, la psychiatrie. Et puis, on a aussi, puisqu'on commence à être débordés, nous, inclus d'autres établissements de santé, dont un hôpital privé à but non lucratif, Bagatelle, qui nous aide sur les plaies chroniques, notamment vasculaires. Aujourd'hui, on a un financement qui est PAERPA, donc le parcours de soins pour les personnes âgées en risque de perte d'autonomie, et programme régional de télémédecine, qui nous permet de financer 7 vacations, 5 vacations pour le gériatre et 2 vacations pour les psychiatres. On a un mi-temps d'infirmière et une secrétaire temps plein. Et ça ne va pas durer. On savait que tous ces financements ne sont pas pérennes. Et on attend avec impatience la tarification pour pouvoir avoir des postes appropriés, parce que la demande est de plus en plus forte. On a pu aussi éviter par la télémédecine tout un tas d'allers et retours pour les patients, dont des consultations spécialisées, des hospitalisations programmées, des transferts aux urgences. Et ce que disent les médecins quand on les interroge, la télémédecine permet aussi d'éviter le renoncement aux soins. Pour beaucoup de patients très dépendants, difficiles à mobiliser ou très perturbés, et finalement on préfère le garder dans l'EHPAD plutôt que de demander un avis parce que bon, on se dit que ça va être trop compliqué. Et ils ont la sensation d'avoir un certain renoncement aux soins, et la télémédecine permet d'arrêter ça et de permettre une expertise pour ces patients aussi. Ça correspond à 23% des patients. Donc sur Bordeaux, où on est parcours PAERPA, enfin on est vraiment région pilote pour le PAERPA, on a un financement pour ça. Le directeur de l'ARS a mis une grosse somme d'argent pour équiper tous les EHPAD de la ville de Bordeaux. Donc tous les EHPAD sont équipés, ce qui fait que quand les médecins généralistes ont un souci avec une personne âgée en EHPAD, ils peuvent appeler la télémédecine. Ici, ils ont un souci avec une personne âgée qui vit à la maison, ils appellent l'équipe mobile. Enfin, c'est l'unité d'évaluation gériatrique dans la cité qui est également financée par le PAERPA sur la ville de Bordeaux. Donc on commence à avoir un parcours adapté et logique. J'ai bientôt fini. Et on a aussi 2 EHPAD qui sont centres ressources. Ça, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant, c'est pour ça que je l'ai rajouté dans la diapo, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont décidé, les établissements, d'ouvrir leurs portes, parce qu'ils sont équipés avec un équipement qui coûte quand même cher, 10 à 15 000 euros. Ils ouvrent leurs portes aux soignants libéraux qui travaillent autour et aux dispositifs qui sont dans le même territoire que l'EHPAD. HAD, SIAD, mais aussi médecins généralistes, médecins spécialistes ou infirmières libérales. Donc il y a des conventions entre les libéraux, l'EHPAD et l'ARS qui peuvent venir avec un dossier dans l'EHPAD, parler d'un dossier. S'ils le souhaitent, ils peuvent aussi venir avec un patient, on a les conventions pour ça, et utiliser en fait la logistique dans l'EHPAD, surtout dans des zones qui sont un peu défavorisées, comme ici dans le Médoc et en Dordogne, pour avoir accès aux soins. Donc une très grande diffusion des pratiques pendant la télémédecine, et plus qu'un DU, en tout cas pour moi de ce que j'en vois dans la prise en charge des plaies chroniques, des escarres par exemple, je vois que les soignants avec lesquels on a fait beaucoup de télémédecine sont meilleurs que ceux qui ont eu le DU. Voilà, donc une grande montée en compétence chez ces soignants qui ne nous appellent plus pour des escarres, ils savent faire. Il y a des références sur place parce qu'en fait on fait pas avec eux, enfin on fait avec eux, mais on ne fait pas pour eux. C'est eux qui font et nous on les drive et du coup ils savent très bien évaluer une plaie, ils savent très bien la traiter, ils savent très bien faire. Et de même pour les troubles du comportement, on a des attitudes non médicamenteuses qui se mettent en place dans l'EHPAD et qui permettent une prise en charge importante et bien meilleure de ces personnes âgées. Donc on a aussi inscrit la télémédecine dans le DPC pour pouvoir amener des points aux libéraux en venant dans l'EHPAD, présenter un dossier et avoir une discussion sur une consultation à partir d'un dossier s'ils n'ont pas la possibilité de venir avec le patient. Donc dans les EHPAD, on a beaucoup de patients, beaucoup de patients bien sûr à voir, et puis beaucoup de soignants dans les chambres, en moyenne 5 par téléconsultation. Les familles, bon, le patient est toujours présent, les familles sont présentes au début parce que souvent elles ont signé pour leurs parents. Puis elles se disent, j'ai signé, mais qu'est-ce que j'ai signé quoi ? Enfin, ça serait bien que je vois un peu, ce ne sont pas des charlatans qui répondent
dans l'écran à la consultation ou à la question posée. Du coup, ils sont là souvent à la première consultation, puis après, ils arrêtent de venir. L'infirmière et l'aide-soignante sont, avec l'IDEC, les soignants les plus souvent présents, avec le médecin coordonnateur. Le médecin traitant, qui malheureusement n'est présent que dans 18% des cas, parce que c'est compliqué, sont dans des horaires de 2 à 4, qui sont les horaires préférés par les EHPAD, qui sont un peu complexes pour le médecin traitant, pour son organisation. Donc on a des idées pour améliorer ça. Et puis les auxiliaires médicaux qui sont également présents. Bon, je vais passer sur le GHT et vous dire juste sur l'avant-dernière diapositive que c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi pour les EHPAD qui ont besoin aussi d'un plateau technique. On a aussi beaucoup de résidents qui, hors urgence ou hors décompensation, arrivent à l'hôpital parce qu'ils ont besoin d'un plateau technique pour des examens complémentaires. Et ça fait encore un aller-retour à l'hôpital. Et en fait, la télémédecine peut être une boîte à outils qui peut permettre d'amener aussi des nouvelles technologies dans l'EHPAD et éviter, par exemple en faisant une échographie cardiaque, ça se fait dans beaucoup de pays de l'Europe, sans déplacer le patient en le faisant à distance, ou d'autres examens qui permettraient un suivi plus intéressant et moins complexe à organiser. Donc on a beaucoup de projets en cours sur ce sujet, et notamment une étude pilote téléusage, qui est une étude que l'on fait avec l'Université de Bordeaux et les sociologues notamment, qui vont sur le terrain voir un peu comment les équipes s'approprient cet outil, quels sont les freins, les leviers sur le terrain par rapport à l'outil de télémédecine. Et on a déposé aussi un projet à la DGOS et monté un diplôme interuniversitaire. Et je vous remercie pour votre attention. C'est un peu long.